Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux portraits. Je crois à la fois des musiciens et puis aussi un peu de vous. Il y a quelque chose de... Ces deux expériences très différentes, il me semble, que vous avez présentées. Elles ont des singularités chacune, et en même temps, il y a évidemment des résonances. J'ai l'impression qu'elles fonctionnent presque en miroir. Un vieil homme en bordure de vie, pour reprendre, que tu vas enregistrer avant qu'il parte et qui laisse cette trace et cette mémoire. Et toi, une chanteuse que tu fais revivre, en fait, que tu exhumes par la création sonore, etc. Donc c'est deux trajectoires un peu différentes vers les portraits, ça me semblait intéressant. Et on a vu apparaître des thématiques, la relation au maître que tu as mentionné, la relation à la mémoire. Il y a aussi une question, c'est de qui on parle, enfin de quoi on parle quand on fait un portrait. Est-ce qu'on parle du chant? Tu disais finalement, on parle du chant. C'est presque une stratégie pour faire un portrait de cette femme, pour pouvoir parler en fait du chant et du chant traditionnel. Voilà, est-ce qu'on parle de l'individu? Est-ce qu'on parle de la culture musicale? Est-ce qu'on parle de la folie ou de l'abandon? Il y a vraiment des manières en fait par le portrait d'aller parler d'une chose ou d'une autre. Et autre chose qui m'a paru intéressant, c'est d'avoir l'impression que chacun vous aviez un ancrage ethnologique, ethnomusicologique, et que vous avez pris des libertés avec cet héritage, et que ça donne du coup des objets, enfin en tout cas du point de vue d'un ethnomusicologue, singuliers, avec les libertés qui ont été prises. Je m'arrête là pour ouvrir un peu, mais je pense que doit y avoir des questions nombreuses, tous les petits Macintosh qui brillaient dans cette salle. Peut-être. Donc Anne, peut-être tu fais les questions. On ne vous voit pas trop depuis la scène. Hein. Là, ça va mieux. J'ai l'habitude de regarder mon public dans le blanc des yeux, j'ai pas pu le faire là. Est-ce que c'est possible de juste baisser un tout petit peu cette lumière là, à droite ouais, merci. Merci. Celle qui est dans nos yeux. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez. Ah, ça y est, j'en vois une là-bas. Bonjour. En fait, la question, elle peut s'adresser un petit peu à vous deux. Dans vos travaux, en fait, est-ce que vous avez ressenti un intérêt de la population, des nouvelles générations, en fait? Je veux dire, vous avez beaucoup travaillé avec des anciens, mais est-ce que vous avez eu des retours des nouvelles générations, du coup, qui sont intéressés à ce patrimoine, qui iront encore, mais qui ignoraient? J'ai des choses à dire. Bon, d'accord, je commence alors. Je voulais en parler, mais évidemment, j'ai pas eu le temps. J'ai mal calibré mon truc. C'est la sortie de ce livre, pour qu'elle ait été rendue possible, il a fallu avoir des petites subventions, hein, bien sûr. Et donc, il n'y avait pas seulement la sortie du livre, mais il y avait tout un travail de mise en valeur et de restitution à la population, ce qui est à la fois des grands mots, mais qui est quand même super intéressant à faire, hein, et qui prévoyait notamment d'aller voir les enfants des écoles, d'aller voir les classes de collège du collège à côté, donc à Albertville, hein, c'est dans le canton d'Albertville, ce village. Et aussi de faire une petite soirée avec, comme eux, ils aiment bien le faire, parce que c'est un village où vraiment les gens sont soudés, ont différents événements dans l'année, un peu différents de ce qu'on voit partout. Il y a des choses comme partout, je sais pas, des balles, le bal des pompiers, etc. Non, même si le bal des pompiers se fait plus d'ailleurs, mais bon. Mais aussi des choses un peu spécifiques, la Saint-Jean, fête patronale, etc. Et ça, même si ça a évolué, on revoit bien le village d'il y a 100 ans dans ces fêtes-là. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect, l'aspect du chant, qui est quand même, qui a beaucoup perdu avec la disparition de la génération née dans les années 20, 30, quoi. Et ce qui a été étonnant, c'est que, par exemple, dans ce village, tous les mois, ils se réunissent dans l'écurie qu'on a vue dans une des vieilles photos des années 20. Donc cette écurie, elle est toujours mise à disposition des gens. Elle est à côté de la mairie. Et 8 fois par mois, ils se réunissent pour chanter. Hein, et il y a même quelques anciens, des gens nés dans les années 30, on va dire. Le plus vieux, il est né en 1927.
Et il a été beaucoup, je n'en ai pas parlé, c'est un peu Albert Colombier, il est très présent dans le livre-disque aussi. Mais alors, il ne chante plus du tout les vieilles chansons. Et moi, je me disais, voilà, je vais enregistrer des centaines de chansons, je vais leur. Voilà, ils vont se remettre à les chanter. C'est pas vraiment passé comme ça. Alors, on a fait une expérience pour le livre-disque, j'ai réuni ces chanteurs de l'écurie, et ils ont interprété une vieille chanson d'Esser Blais, enfin d'Esser Blais en tout cas, connue à Esser Blais, mais connue partout ailleurs, bien sûr, Charmante Rosalie, une chanson de fille soldat. Et 3 ou 4 la connaissaient de famille, c'était les anciens. Et les autres l'ont apprise et étaient heureux de participer. Mais on était vraiment là, même pas dans un revivalisme, parce qu'il n'a duré que le temps de la réinterprétation de la chanson. Et nous, on a proposé notre propre revivalisme avec les gens de l'association, c'est-à-dire qu'il y a deux chanteuses, la mère et la fille, Pascal et Delphine Porchereau, donc une conteuse anécienne et sa fille, qui est une musicienne très brillante. Se sont plongés dans ce répertoire, ils se le sont appropriés, on en fait un spectacle, et ça a beaucoup plu aux gens du village. Mais alors, ce qui leur a plu, c'est les 2 jeunes chanteuses, quoi. Enfin, la qualité de leur musique. Mais à la fois, j'ai l'impression de faire partie des vieux d'Esser Blais, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que certaines chansons, il n'y a plus que moi qui les connais. Et c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Mais aussi, à terme, je vais déposer dans une base de données des enregistrements, voilà, et on ne sait pas ce que ça va donner. Et dans le livre, j'arrête après, excuse-moi, Péroline, dans le livre CD, il y a un garçon de 11 ans qui chante, qui est le petit-fils d'un des chanteurs. Donc ça veut dire que c'est pas complètement... Mais on est plus dans des histoires familiales que dans des histoires communautaires du village, là. J'aurais pas dans tous les sens, mais enfin, bon, voilà. De terrain beaucoup plus court que celui que Guillaume a mené à Esser Blais, où ça s'étend sur plus de 10 ans. Donc. Depuis 2004, j'y vais très souvent, quoi. Voilà, et j'irai tout le temps. Moi, je suis allé 3 fois à Cogne et Gimillan. Et par contre, alors, et du coup, bon, ça fait partie des regrets, c'est que je ne sais pas ce qu'ils en pensent là-bas. En fait, au départ, j'avais essayé d'associer les gens du village, les associations du village au financement du documentaire, parce que voilà, j'ai cherché longtemps de l'argent pour pouvoir le faire. Et sur place, j'ai contacté des gens, je les ai rencontrés et tout ça. Et en fait, le musée local, il y a un éco-musée local et tout ça. J'aurais proposé qu'il y ait... Ensuite, ça n'a pas marché. Aucun contact ne s'est noué, aucune relance, rien. Je voulais faire une diffusion collective après, mais en fait, il n'y avait personne. En fait, j'ai trouvé aucun relais sur place pour prendre ça en charge avec moi. Donc, du coup, c'est déjà beaucoup de boulot et je n'ai pas eu la force, quoi. Mais il faudrait que j'y retourne et peut-être que ça se fasse un jour. Alors après, moi, c'est vrai qu'un des objectifs forts que j'ai dans mon travail, c'est avec lequel je travaille en permanence, c'est mon travail s'adresse aussi beaucoup à des gens qui a priori ne s'intéressent pas aux musiques traditionnelles, en fait, et dans d'autres milieux, d'autres réseaux, et essayer de les présenter différemment, de trouver des choses qui relient avec ce qu'on aime dans la musique, quoi. Donc c'est aussi à ces gens-là que je m'adresse, moi, faire des déclics comme ça. Merci Clotilde pour cette question. Bernard. Oui, merci à tous les deux. Comme vous et comme tout le monde ici, on peut se poser la question de ce que c'est qu'un portrait, en fait. Comme portrait en peinture, ça pose pas trop de questions. Je crois que ça en pose beaucoup. Velázquez, on sait pas très bien ce qu'il représentait. En ce moment, il y a les portraits de Cézanne, on ne sait pas très bien si c'est des portraits ou si c'est des éléments de paysage qui passent dans les robes des femmes. Donc on ne sait pas très bien ce qui est... Alors pour la musique, c'est encore plus compliqué. Alors j'ai beaucoup aimé ce travail sur l'imaginaire, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur des chanteurs, mais des chanteurs, j'allais dire, en chair et en os, quoi, qui sont là pour se disputer, pour se dominer, pour se piéger. Et là, d'un seul coup, on est dans un monde qui est beaucoup plus large. Et je me demande si cette ethnologie... cette espèce d'ethnologie de l'imaginaire, elle prend un peu le relais de l'ethnologie que j'ai faite moi, quoi, une ethnologie des gens. Et on a l'impression que les gens sont un peu partis, alors on va un peu se réfugier dans l'imaginaire. Ça m'a donné un peu cette impression. J'aime beaucoup ça, hein, c'est pas la question, mais on voit bien que par rapport à l'ethnographie traditionnelle, on est tout à fait sur un autre registre où vous essayez de rendre
sensible par l'oreille, et vous y arrivez, parce que le peu qu'on a entendu, c'est ça, c'est qu'on sent tout ce travail, cette acidité, la folie probable de cette femme qui, évidemment, on a envie de l'entendre en vrai, que je l'ai peut-être entendu dans les enregistrements de Libérovici, je crois, mais il ne me rappelle plus. Mais alors, on n'est plus tout à fait dans une ethnologie traditionnelle, on est tout à fait dans un monde, un monde à la fois de démons, et aussi un monde un peu perdu, parce qu'à la fois, y compris toi, et pour toi, Guillaume, aussi, la même chose, ce qui nous manque un peu, enfin, qui manque pas à moi d'ailleurs, qui manque peut-être à la situation dans laquelle vous avez évolué, c'est qu'on ne sait plus très bien qui est un chanteur, en fait. Alors que dans les sociétés sur lesquelles je travaille, les chanteurs ont une très grande présence. Ce sont je les appelle des distributeurs d'empathie. C'est des gens essentiels, des gens instables, qui ont une petite folie intérieure, alors qui a peut-être été exacerbée dans le cas de cette chanteuse de Cogne, qui sont des instables, qui au moment de chanter ou avant de chanter se préparent, font la queue à la pharmacie pour acheter des pastilles pour calmer leur voix. D'ailleurs, j'ai perdu la mienne. Et pour être à la hauteur de ce qui va leur être livré dans la compétition à laquelle ils vont se livrer avec les autres. Alors que là, on est plutôt l'impression, ce magnifique, comme toi, j'adorais cette voix, c'est absolument superbe, je ne connaissais pas ce chanteur de sa voix. Là, on a l'impression qu'ils sont un peu dans leur solitude. Alors du coup, il n'y a plus qu'un imaginaire, réhabiliter une femme qui a disparu et rendre hommage à un homme qui n'est plus là. Donc c'est une ethnomusicologie, puisque c'en est une, mais qui est assez décalée par rapport à celle classique que j'ai pu exercer durant toute ma vie. En tout cas, merci beaucoup. Alors, dans les extraits que je vous ai fait écouter, c'était centré sur la Pierrotte et puis du travail de superposition entre des enregistrements que j'ai fait là-bas et des archives sonores. Mais il y a aussi, même si ça reste rare et résiduel, mais en fait, ces femmes qui chantent, ces vieilles dames, ces jeunes femmes qu'on entend dans les archives, qui est cette vieille femme qu'on a entendue dans le dernier extrait, ont des filles qui ont à peu près mon âge. Elles chantent, elles parlent du chant. Et elles chantent avec leur mère, donc c'est aussi un chant au présent, je pense. Et il y a aussi un extrait d'un moment musical, un banquet où j'ai été invitée par hasard la semaine où j'étais là-bas, où il y a les accordéons qui sont sortis, parce qu'il y a beaucoup d'accordéons dans ce village, un groupe folklorique très actif. Et ça chantait en polyphonie, c'est venu, mais alors hyper facilement, il n'y avait même pas besoin de le demander. Donc il y a une pratique du chant actuel et des chanteurs. D'ailleurs, la dame qui parle de la Pierrotte, on entend sa voix qui dit c'est la fraise, tout ça. Elle chante comme la Pierrotte. Enfin, elle a ce truc. On l'appelle le buisson parce qu'elle est rousse. Et elle chante. C'est une chanteuse. Et elle a 45 ans. Elle chante très très bien, quoi. Voilà. Et une autre chose sur le portrait que tu as évoqué aussi, c'est effectivement dans le portrait, il y a aussi toujours une part d'autoportrait, en fait. On met l'attention sur la figure qu'on veut montrer voilà, mais ça, c'est des choses plus difficilement explicables. Oui, non, en plus, l'autoportrait, c'était plutôt la relation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vos engagements à chacun. Dans la relation qui est entretenue avec ce vieil homme vivant ou cette vieille femme qui en était une jeune, qu'on fait revivre. Donc c'est plutôt la relation que ce que vous racontez de vous-même que je trouve forte et vos engagements, en fait, chacun. Pour Guillaume, je pense que c'est très clair, l'engagement à très très long terme, quoi, dans un territoire qui est aussi le tien, etc. Donc c'était plutôt de cet ordre-là, la relation qu'on voit dans les portraits que vous faites de quelqu'un d'autre, en fait, que vous vous entretenez avec ça. Il y a d'autres questions ? Je peux rebondir de 30 secondes. Merci Bernard pour cette intervention. Alors, petite parenthèse sur Cogne, qui est un village, en effet, où ça chante encore très très bien. Et sur les 10 dernières années, ils ont publié 2
CD tout à fait passionnant, où il n'y a que des femmes, les femmes de Jimillan, qu'on a pu entendre, enregistrées donc il y a un peu plus de 10 ans. Et ils viennent de sortir, l'association Valdôtaine des archives sonores, un disque avec que des hommes cette fois. Et c'est très intéressant aussi, même si on n'est plus tout à fait dans l'univers musical des années 50 qui est incroyable, qui me bouleverse plus qu'à peu près tout ce que j'ai pu entendre en chansons traditionnelles. Il y a quand même des beaux restes, c'est vrai. Et puis quand on voit les jeunes conscrits de Cône chaque année, les gars de 20 ans qui font la fête et qui jouent des instruments, on est encore dans un univers musical très, très vivant. À Esserblay, en effet, je pourrais écrire un livre, Philo Ouvrier, dernier chanteur d'Esserblay, alors qu'il y a plein d'autres gens qui m'ont transmis des chansons et avec qui j'ai pris plaisir. Je continue de prendre du plaisir à chanter, mais c'est vrai qu'on a un personnage qui est seul qui est seul de sa nature, de sa génération. Enfin, il y a des gens qui ont le même âge que lui au moment où je l'enregistre, mais lui, il est un peu déjà d'un autre monde, c'est vrai. Et il a du mal à chanter avec les autres parce qu'il trouve qu'il chante trop vite, par exemple. Et c'est vrai que la rencontre qu'on a eue, même si par ailleurs, il s'entendait très bien avec les autres gens du village, il était très apprécié, il a fini par être le doyen du village. Quand il est devenu le doyen des hommes du village, qu'il a fêté ses 90 ans, en 2012, il a fait son baptême de l'air en parapente. C'était un homme de son époque aussi. Il voulait fêter la victoire de la gauche aussi. Je ne sais pas s'il a bien fait à l'époque, mais bon, en tout cas, il l'a fait. Et c'est tout à fait intéressant, le rapport musical, esthétique, entre Philo et tous ses amis, parce que c'est un peu le dernier des Mohicans, c'est vrai. Même si c'est un peu dur de dire ça et qu'il y a sûrement moyen de modérer mon constat, mais c'est vrai, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas séduit par le chant des autres, mais là, il y a quelque chose de tout à fait singulier. Pardon, parce que est-ce que tu l'as évoqué dans ta présentation, tu as dit j'ai fait des choix. Et en fait, ça correspond aux choix que les collecteurs ont fait et que tu avais l'impression comme si... En tout cas pour le répertoire, mais aussi voilà. Des choix esthétiques, bien sûr, mais du coup, pour l'interprétation. Autant c'était intéressant parce qu'avec la relation à la fiction ou à l'imaginaire, tu as beaucoup explicité tes procédés. Autant, je trouve que tu n'as pas... Enfin, en tout cas, tu n'as pas eu le temps de nous dire, quand tu dis... C'est quoi, en fait ? Et c'est dans sa voix, qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial ? Est-ce que c'est un terme de que tu qualifies un peu ce chant et que tu aies la réflexivité de nous dire je préfère ça à ça, et pour quelle raison ? Alors déjà, bien sûr, il y a une part de subjectivité, mais on n'a pas entendu les autres chanteurs, c'est vrai, ou très peu, donc voilà, on n'a pas de point de comparaison, mais on a un chanteur avec un chant extrêmement ornementé, déjà, et ça on le retrouve moins chez les autres, qui vont avoir une esthétique un peu plus inspirée par celle des chorales, dont beaucoup ils font partie, parce que la Savoie c'est une terre de chorale, peut-être pas dans chaque village, mais il y en a beaucoup. Qui ont amené une autre façon de voir le chant, et notamment un chant moins ornementé, et là c'est pas une description musicologique, mais une volonté de faire propre, on va dire, et une volonté d'être. On produit un spectacle quand on fait partie d'une chorale. Et peut-être que le style de chant de Philo, il est à mi-chemin entre l'extraordinaire liberté des femmes de Jimillan et les chorales actuelles de la Tarentaise, mais aussi parce qu'on l'entend seul. Je pense pas que c'est quelqu'un qui avait qui chantait en polyvocalité, même si j'imagine, quand il raconte dans les années 30 qu'il était avec les bûcherons italiens en montagne, j'imagine qu'il a appris des chansons près d'eux. Il devait quand même s'intégrer dans cet univers musical-là. Mais là, on était vraiment dans un chanteur soliste et un meneur que les autres aimaient suivre aussi, parce qu'il avait... comme Eric, tu as fait un travail sur cette Madame Granouillet, un livre entier consacré à quelqu'un, bon, tu en parleras tout à l'heure. Il faudrait que je fasse ce travail sur Philo d'une autre façon. Ne serait-ce que pour moi, on serait dans l'autoportrait encore. Deux dernières questions, deux petites questions. Bon, alors Thalia, et puis Clotilde, et puis ensuite on s'en arrêtera là. Cool. Oui, merci beaucoup à vous deux.
On a beaucoup parlé dans la discussion là, des différences entre ce que vous faites et ethnologie ou ethnomusicologie. Et j'ai envie aussi de mettre le doigt sur ce qui fait écho. Enfin, il y a plusieurs points. Mais là, il y a un point qui est, par exemple, le fait de prendre un individu comme entrée pour réfléchir à quelque chose de collectif qu'on sent dans vos deux projets de manière différente. Là, dans le cas de Péroline, touché à la mémoire, donc ce qu'on va dire de cette personne et ce que chanter, ce que son chant veut dire pour ceux qui en parlent. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est, puisque tu as ce double parcours, Péroline, de collectage et maintenant de documentaire où tu vas assumer le fait d'être auteur d'un récit, maintenant, est-ce qu'il faut que les personnes... Enfin là, en fait, c'est peut-être plus facile de devenir auteur à partir du moment où la personne n'est plus vivante, quelque part, paradoxalement. C'est-à-dire que là, tu vas forcément te trouver dans des mémoires. Mais maintenant, si tu te retrouves, c'est peut-être déjà le cas, dans la position de faire un portrait d'une personne encore vivante, est-ce que tu vas travailler aussi comme ça ? Ou est-ce que tu vas finalement revenir à une autre forme de portrait ? C'est vrai que du coup, les deux portraits que j'ai faits en 2016, c'était Bouscatel et La Pierrotte, qui sont deux personnages nés à peu près à la même période historique. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. J'ai fait un documentaire récent là, sur le carnaval d'aujourd'hui. Je voulais en parler au présent avec des gens qui aiment le carnaval, qui le pratiquent de manière... pleine et entière, et voilà, qui pouvait témoigner aujourd'hui en France de... Voilà, du coup, c'est pas un portrait, mais c'est un travail d'ethnologie sonore oui, au présent, avec des vrais gens, voilà, qui... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, après, c'est il y a aussi tout un travail autour de l'imaginaire du carnaval. C'est vrai que j'aime bien. En fait, pour moi, c'est une source d'inspiration et d'image, quoi. Ouais. Mais finalement, est-ce que quand on fait du collectage, à partir du moment où on se retrouve face à des personnes vivantes, on n'est pas aussi un peu paralysé par cela ? Et c'est ça que et on va beaucoup moins, peut-être, interroger les auditeurs, par exemple. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ce côté parfois paralysant du portrait, bon là dans son côté plus standardisé des documentaires qu'on voit. Est-ce qu'on peut aussi, en faisant du collectage, prendre cette dimension de l'écoute, comme là, elle ressort beaucoup. C'est juste un questionnement, hein, je pense. Mais là, on a aussi un problème commun avec quand on est en ethnologue, en train de rencontrer des personnes, mais où on doit aussi résister à ne faire que leur portrait, et on doit prendre quelque chose en compte de plus large. Je sais pas, après les collectes et les portraits qu'on fait dans le cadre du CMTRA sont des rencontres de personne à personne. Elles donnent lieu à des portraits. Après, c'est vrai que le fait que les personnes ont disparu, on ne peut pas tout se permettre, hein, parce que justement, c'est très délicat. Notamment là, dans le documentaire, il y a le petit-fils de La Pierrotte qui s'exprime. Et pour lui, c'était très dur de le faire parler. Et je pense que c'était très dur de raviver cette mémoire, et c'était une vraie sensibilité à prendre en compte dans mon travail, quoi. Je pouvais pas faire n'importe quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est ce que je disais. Les brèches de la mémoire sont aussi des lieux d'inspiration qui sont pour moi créatrices, quoi. Une dernière... Clotilde, vous aviez une dernière question ? Après, pardon. Non, le travail sur le danseur avec Christian Frappa, c'est un portrait sonore d'un danseur d'aujourd'hui. Mais là, du coup, la brèche, on va dire, c'est pas dans le fait qu'il ait disparu, c'est dans le fait qu'il danse et qu'on peut pas le voir danser. Vous voyez, il faut toujours, je sais pas, trouver quelque chose qui fasse que le son s'engouffre dans une absence qui devient génératrice d'idées. Merci. Donc je veille au temps. Merci Péroline Barbet, Guillaume Veillet. Bravo.